Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Bonjour Fatoumata. Bonjour Marine, bonjour à toutes et à Enchantée, tous. enchantée et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Désolée pour le petit retard, les lives s'enchaînent et du coup ça arrive que parfois ça déborde un petit peu. Le but ici, c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on y répondra avec plaisir. Et à nous dire aussi d'où vous nous écoutez, pourquoi vous êtes venu découvrir cette voie professionnelle. Est-ce que vous êtes dans la santé? Est-ce que vous êtes avec un projet entrepreneurial vous-même? C'est hyper intéressant de savoir qui est derrière ce live. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide professionnelle pour aider toutes les personnes à trouver leur juste place dans le monde du travail ou à réajuster ce qui doit l'être. Et dans le parcours, on invite beaucoup à explorer. Et c'est ce qu'on va faire via ces live métiers. Et je tenais à redire encore merci à Fatoumata qui est présente malgré un gros rhume. Bonjour Amandine de Barcelone, tu as de la chance parce que ici c'est la pluie parisienne. Pour Buenos commencer, días. ouais. Pour commencer, bonjour Mélanie qui est professionnelle de santé. Enfin Mélanie ou Mélodie, je sais pas, Mel. Pour commencer, Fatoumata, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ton parcours et comment tu es arrivée à être donc maintenant une entrepreneuse dans la santé de la femme? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Marine et Chance pour cette belle opportunité pour partager mon parcours. Donc, je suis Fatoumata Ali, je suis une des cofondatrices de Ninti. Donc, nous sommes deux cofondatrices. Ninti est une entreprise qui a pour ambition de vraiment accompagner les personnes qui ont un diagnostic d'infertilité. Très souvent, on va avoir un très bon protocole médical pour justement faire des FIV, commencer un parcours PMA. Donc, le côté médical et côté plutôt hôpital est plutôt bien rodé, accompagné. Mais toute la détresse émotionnelle n'est vraiment pas prise en charge. Dans des très grands centres AMP, des fois, ils vont avoir un psychologue pour tout le centre ou une psychologue. Et Ninti est un parcours de santé mentale spécifique aux personnes qui ont une détresse émotionnelle liée à leur santé sexuelle et reproductive. Voilà, donc on a monté Ninti il y a 2 ans. Mon parcours très rapidement, donc moi je suis née et j'ai grandi dans une ville minière en Guinée-Conakry. C'était un environnement très international dès le départ, parce que la ville minière était gérée par une organisation américaine. Et j'ai fait une école internationale avec des personnes de plein de pays différents. L'école s'arrêtait en troisième. C'est une école souvent qui avait été faite à la base pour les enfants des expats. Donc, c'était les Occidentaux qui venaient vivre en Guinée. Donc, moi, j'ai été la première promo de locaux à pouvoir accéder à l'école. Et elle s'arrêtait en troisième parce que souvent, ils voulaient amener leurs enfants étudier dans leur pays respectif. Et du coup, à 14 ans, j'ai été vivre avec ma tante en Tunisie. Voilà, donc je suis partie avec mes 2 valises et j'ai fait un baccalauréat littéraire à Tunis, donc dans un lycée franco-tunisien. Et donc, du coup, c'était un baccalauréat français, mais en candidate libre que j'ai eu. Et suite à ce baccalauréat, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études supérieures en France. Donc, je suis arrivée avec les mêmes valises à Montpellier, où j'ai fait une fac de lettres. Et grâce à la bourse du Languedoc-Roussillon, j'ai pu avoir l'opportunité de faire des études aux États-Unis. Donc, j'ai fait un Liberal Arts College, qui est des collèges assez, comment dire, pluridisciplinaires, qui réunissent plein de parcours et de pédagogies différentes, tant sur les sciences dures que sur les sciences humaines et sociales. Et ça, c'était en 2008. Et je suis arrivée à Paris en 2009, où j'ai fait une alternance en marketing. Et j'ai tout de suite travaillé dans une organisation financière qui s'appelle l'EFMA. Je suis restée 9 ans à l'EFMA et j'ai quitté l'EFMA en 2018 pour faire ma première aventure entrepreneuriale dans l'hôtellerie. Et j'ai quitté cette aventure entrepreneuriale fin 2019 pour prendre soin de ma santé.
Et l'histoire de Ninti est née à partir aussi de cette fenêtre voilà, du vide qui m'a permis voilà, de me poser pas mal de questions, de trouver qu'en 2023, c'était quand même, en tout cas 2020, 2023, c'était assez incohérent que ce sujet lié à la santé sexuelle soit si sous-financé, tant au niveau des recherches, c'est 4% quand même des fonds dédiés à la recherche scientifique qui vont à la santé des femmes. Donc, on a encore beaucoup de chemin à rattraper. Les femmes ne sont dans les essais cliniques que depuis 1993. Ouais. Du coup, ça montre à quel point il y a énormément de travail. Et je pense que tout le monde a sa place à prendre parce que c'est une mission qui est vraiment d'utilité publique et en même temps très... voilà, la santé, c'est un environnement où on a beaucoup de... comment dire c'est dur et en même temps, au quotidien, on parle avec des personnes assez incroyables. Et on reçoit aussi on est dans l'humain, voilà, c'est que de l'humain et on touche à la vie des gens. Donc c'est assez chouette. Génial, merci beaucoup. J'ai plein de questions là qui sont arrivées, notamment sur le projet d'avant où tu as beaucoup à apprendre. Mais on verra si on a le temps d'y revenir parce que le côté entrepreneur, évidemment, est aussi une facette passionnante pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent avoir envie de se lancer. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, même si tu l'as un petit peu dit, pour lancer ton entreprise? Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Quels sont les services, ton offre? Comment tu l'as créée? Et comment ça se passe aujourd'hui pour toi à la tête donc de cette récente entreprise? Alors, au départ, avec Olga, on s'était pas dit qu'on allait monter une boîte. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a identifié une problématique qui, au final, concernait toutes les personnes à qui on parlait. Donc, on s'est dit, bon, c'est quand même, quand on parle du fameux pain, est-ce qu'il existe sur ce sujet? Il n'y a pas de, comment dire, de débat, il existe. Et en même temps, en regardant les solutions qui, au niveau, que ce soit de l'accompagnement émotionnel, que ce soit au niveau des parcours de santé, des soins de support, tout ce qui pouvait contribuer à soulager ou prévenir ou avoir une approche préventive sur ces sujets liés à la santé sexuelle et reproductive, on trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Et du coup, on s'est dit, ça, au départ, c'était vraiment une conversation de se dire, on va commencer par faire une recherche utilisatrice pour comprendre comment est-ce qu'une solution qu'on pourrait créer peut répondre au mieux aux besoins. Parce que on n'a rien inventé quelque part. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions au quotidien sur cette thématique. On a fait énormément d'entretiens, une centaine d'entretiens, et tous les jours, on parle avec des femmes qui ont une variété de conditions. Donc, ça va de l'endométriose au syndrome des ovaires polykystiques à une infertilité. Et pendant ces entretiens, on a quand même réalisé qu'à un moment, il y avait une impression il y avait une dissonance entre ce sujet de la santé sexuelle, ce peut-être désir d'enfant ou cette réflexion sur la planification familiale qui allait arriver, et le monde du travail, ma carrière professionnelle. Est-ce que c'est compatible? J'ai de l'endométriose pendant 3 jours dans le mois, je peux vraiment pas travailler, mais je n'ose pas en parler à mon manager. Est-ce que je peux en parler? Et du coup, on a fait le choix de prendre l'angle du monde du travail, parce qu'on vient du monde de l'entreprise avec Olga. Et concrètement, ce qu'on fait chez Ninti aujourd'hui, cette semaine, par exemple, c'est la semaine dernière, on a fait un atelier sur l'infertilité auprès de 200 personnes inscrites, collaborateurs d'une entreprise. Génial. Donc, pour expliquer concrètement comment ça se manifeste, c'est quoi le diagnostic, qu'est-ce que ça implique en termes de procédure médicale, pourquoi est-ce que ça peut jouer sur notre santé mentale et du coup sur notre travail, comment en tant que manager je peux, pas m'éduquer, mais être sensibilisée au sujet pour être un meilleur manager et du coup pour mieux aussi accompagner mes collaborateurs et mes collaboratrices. Et à côté de ça, on a un parcours de santé mentale qu'on a co-construit avec un centre de psychologie et des gynécologues, des gens de la santé publique, de 4 semaines. On lance d'ailleurs notre première cohorte ce soir, où on a des femmes qui ont un diagnostic d'infertilité, qui sont activement en parcours PMA, qui sont dans le monde du travail et qui ont l'impression qu'elles doivent choisir. Ou en tout cas, qu'elles n'y arrivent pas et qu'elles ont une détresse émotionnelle assez forte.
Et du coup, ces 4 semaines de parcours vont les donner des clés en fait de résilience à travers. On a des exercices à travers un journal, on a de l'audio, des articles, des cercles de parole. Et on se base sur des évidences scientifiques et un scoring de santé mentale qui a vraiment été aussi adapté au sujet de l'infertilité. Et l'idée, c'est que 4 semaines après le parcours, elles puissent refaire leur diagnostic de santé mentale et qu'elles puissent voir si le parcours les a vraiment aidées ou pas. Donc, on travaille sur la sensibilisation auprès des collaborateurs pour mieux accompagner et concrètement l'action en offrant cet outil de santé mentale spécifique à la santé des femmes que les entreprises peuvent aussi prendre en charge pour leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. Génial. Je vois que les premières questions arrivent dans le chat. Il y a Mel qui demande, travaillez-vous avec des professions de santé? Comment se passent les interactions? Oui, on travaille avec des gynécologues, des endocrinos, des psychologues. Le parcours de santé mentale, on l'a construit avec des psychologues. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, on n'avait pas pensé à monter une boîte. On a fini par monter une boîte. D'ailleurs, tout le monde nous demande toujours comment va notre asso, parce que je pense qu'il y a un petit biais santé des femmes, c'est forcément de l'association et de la philanthropie, mais non. En fait, on est 50% de la population et on n'est pas une minorité, donc on mérite des offres et des services et du soutien. Donc, on a passé une bonne année, pour être très transparente, à créer notre réseau. C'est-à-dire, on n'est pas médecin avec Olga, on vient plutôt avec notre casquette de femme du monde de l'entreprise, passionnée par le digital, la tech, le produit, et en même temps engagée aussi, parce que c'est des sujets de société, mais on n'est pas médecin. Voilà. Donc, il fallait vraiment tout de suite qu'on réussisse à construire un écosystème de professionnels pour nous entourer et pour nous accompagner. Donc, on a mis 1 an à vraiment consolider cet écosystème, à tester, à échanger, faire des congrès médicaux, donc sortir vraiment beaucoup de sa zone de confort. et en même temps, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, on a un écosystème, on a une 40aine de professionnels avec lesquels on collabore, on est en lien. Quand on a des ateliers en entreprise sur des sujets très spécifiques, on fait appel à eux, ils ou elles viennent intervenir. Quand on a des parcours de santé mentale qu'on souhaite personnaliser en lien avec la santé sexuelle, on a un réseau de gynécos, de sages-femmes qu'on peut aller solliciter. Du coup, c'est vrai que c'est assez chouette de bosser avec eux aussi. Ouais. Je me posais la question, tu expliques, tu as fait toute la partie recherche en amont, etc. Est-ce que tu as eu des compétences que tu as acquis dans ta vie d'avant qui t'a permis d'être à l'aise sur les user research, parce qu'il y a eu des compétences, et ce qui est d'ailleurs souvent ce qu'on apprend dans le parcours chance, les fameuses compétences transférables. Quelles armes tu as vu pour pouvoir mener à bien le projet Ninty? Oui, alors juste avant Ninty, j'ai fait du conseil pour un institut qui s'appelle l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, qui est un consortium de chercheurs pendant la pandémie qui se sont mis ensemble pour justement essayer de comprendre comment, en tout cas, quelles tendances et quelles émotions ont été auprès des concitoyens pendant cette pandémie. Et moi, j'étais en charge de faire le lien entre les gens du produit, du dev et de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam. Donc, on a créé une plateforme en ligne qui s'appelle Histoire de crise. Et du coup, ce projet m'a clairement donné des compétences. En tout cas, le fait déjà de faire travailler des personnes qui sont de milieux aussi différents, parce que l'académique et la tech, c'est pas des mondes qui se côtoient souvent. Donc, ça m'a permis, en tout cas, d'avoir cette adaptabilité pluridisciplinaire, ce qu'on fait chez Ninty au quotidien, parce qu'on parle tant à des DRH d'entreprise ou des dirigeants qu'à des médecins, des gynécos, des endocrinos, des sages-femmes, qu'à des patientes directement qui ont une détresse émotionnelle. Et cette mission de conseil je pense, m'a beaucoup appris parce que j'avais fait de la recherche utilisatrice, j'étais vraiment le chef d'orchestre entre l'équipe du dev, l'équipe du produit, les chercheurs au niveau académique et toutes les histoires des concitoyens qui étaient racontées aussi. On allait chercher, on faisait des événements pour aller au contact des citoyens, pour leur demander
simplement comment est-ce qu'ils avaient vécu la pandémie, comment est-ce qu'ils la vivent, quelles ont été les conséquences dans leur vie. Et ça a aussi été un moment qui m'a aussi nourrie parce que énormément de femmes aussi pendant ce projet racontaient à quel point elles vivaient une détresse émotionnelle qui n'avait pas du tout été rendue visible en fait. On a parlé beaucoup de santé mentale, on a moins parlé de la santé mentale particulièrement sur les femmes et comment elle a été particulièrement prédominante en fait. Merci beaucoup. Je vois que les questions continuent d'arriver. Mel demande si les professionnels de santé vous aident bénévolement et comment vous arrivez, si tu y arrives, je ne sais pas, à te rémunérer. Oui. Alors, donc on a un comité scientifique voilà, qui nous aide bénévolement. On a la chance d'avoir des superbes femmes et hommes aussi qui sont des pros qui vraiment nous donnent du temps, voilà, relisent du contenu. Donc ça, c'est assez chouette et je pense que nous, on doit vraiment trouver aussi comment mieux les intégrer. Voilà, le jour où on aura des moyens financiers, peut-être même voilà, les recruter. En tout cas, imaginer comment on peut travailler ensemble sur du long terme et sortir de cette phase un peu plus pro bono qui n'est pas très évidente. Alors aujourd'hui, on ne se rémunère pas, mais on est en train on va le mettre en place cette fin d'année avec Olga parce qu'on a réalisé aussi que, mais je pense que c'est un biais un peu féminin, voilà. et on s'est un peu fait taper dessus par quelques femmes qui nous suivent et qui nous encouragent à nous rémunérer, qui sont d'une génération au-dessus. Et aujourd'hui, on a donc Olga, elle est toujours prof à l'EDEC. Moi, j'ai fait du conseil pendant un moment et on a décidé que voilà, je me suis mise à temps plein pour quand même, parce qu'à un moment, on a eu beaucoup d'activités et c'était important du coup d'avoir ça. Mais l'objectif, c'est de consolider l'équipe et vraiment d'avoir du financement pour pouvoir nous rémunérer, être à temps plein à 100% sur le projet. Et aussi, on a des super talents qu'on fait travailler en freelance voilà, qu'on aimerait aussi voilà, avoir en interne à un moment. Donc, parce que ça se passe super bien et quand on a des talents, en fait, il faut les garder. Oui. Et qui adorent le projet. On a eu la chance d'avoir... Alors, nous, on est les pros des bourses. On postule à plein de bourses à chaque fois et on a eu la chance cette dernière année et demie d'avoir eu 3 bourses qui nous permettent aujourd'hui de tenir et de financer, de faire des investissements sur toute la partie parcours de santé mentale, le marketing, voilà. Et du coup, la rémunération, c'est le next step, voilà. Mais je dirais, avec du recul, je pense qu'on se serait au moins rémunéré avant, même symboliquement, même 500 €. Parce que je pense que je pense que c'est un biais féminin d'une part et d'autre part, c'est pas très valorisant en fait quand on y pense. C'est-à-dire si on prend du recul, le message qu'on se renvoie n'est pas forcément très valorisant et je pense qu'on l'aurait fait différemment. Ouais, hyper intéressant. Et de manière pragmatique, comment tu fais pour gérer cette transition sans rémunération? La transition, c'est-à-dire? C'est-à-dire de travailler sans être payé. Ah oui, aujourd'hui, du coup, donc déjà j'avais fait pas mal de conseils l'année dernière, donc ça m'a pas mal aidé. J'ai la chance aussi tout de même d'avoir un super chéri, et je pense que c'est important de le dire parce que des fois des personnes me contactent sur LinkedIn pour échanger sur l'entrepreneuriat et je dis aussi quand même c'est un coût financier et quand on est seul, c'est plus difficile. Et ça, c'est important de le dire. Ouais. Et du coup, de ne pas mettre la pression aussi aux personnes des fois aux fondateurs qui sont seuls. Si on est dans une association et qu'il y a une des 2 personnes qui est seule, d'avoir conscience que voilà, elle partage rien en fait. Elle a tout pour sa pomme. Donc du coup, ça, voilà, le fait d'être à 2, ça aide forcément. Et puis là, on a fait le choix de se rémunérer. Donc là, d'ici cette fin d'année, c'est chouette. C'est assez chouette. C'est rigolo que vous me posiez cette question parce que c'est les conversations qu'on a
Et on est en train d'échanger avec les avocats sur comment le mettre en place, combien. Donc, on s'est fixé comme objectif de absolument sortir de cette transition. Donc, Ouais. maintenant, mais après, voilà, tu vis un peu différemment. Tu fais des choses. C'est sûr que quand j'étais en entreprise, je voyageais beaucoup plus souvent quand même. Je me faisais beaucoup plus plaisir sur pas mal de choses. Donc, voilà, forcément. Et puis, même si tu es à deux, tu as aussi quand même cette culpabilité de mettre la pression à l'autre. Donc, à un moment, tu te dis, bon, dans tous les cas, c'est pas une situation idéale, quoi. Donc, il faut. Ouais. Mais Ouais. c'est pour ça que c'est important d'en parler et c'est le but de ces live métiers en coulisses, de vraiment donner la réalité de terrain pour pouvoir y aller en pleine conscience de ce que ça représente. Je vois une autre question qui arrive, enfin il y en a plein d'ailleurs. Il y a Josette qui demande, est-ce que avez-vous été vous-même malade, endométriose, difficulté à travailler, etc., ce qui vous aide à comprendre les femmes que vous recevez? Oui, alors moi, j'ai eu un diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques à 27 ans, qui est un syndrome qui touche une femme sur 7, si je ne dis pas de bêtises, qui a des conséquences, au-delà du fait que ça peut avoir des conséquences sur la partie fertilité, de manière générale au quotidien dans notre vie. Euh, voilà, on va être, y a des symptômes des fois de fatigue, c'est un dérèglement hormonal, donc chaque personne est différente, mais moi, par exemple, je vais faire beaucoup de migraines, je vais avoir des jours où je vais être très fatiguée, de l'hyperpilosité, une résistance à l'insuline qui n'est pas forcément, au début, quand on vous diagnostique, vous n'êtes pas forcément au courant, donc du coup, il faut, comment dire, apprendre par soi-même à comment vivre avec cette condition. Et ensuite, j'ai fait un parcours PMA et du coup, ce parcours PMA m'a aussi beaucoup interpellée à plein d'égards. J'ai eu la chance de tomber enceinte pendant que je montais aussi l'INTI. J'ai commencé l'INTI à peu près au même moment où j'avais déjà commencé mon parcours PMA, mais je suis tombée enceinte 2 mois après avoir commencé l'INTI. Et j'ai fait un arrêt de grossesse tardif à 20 semaines. J'ai dû accoucher. Et, euh, et du coup, j'ai fait une pause. On a fait une pause avec Olga. Et du coup, forcément, ces moments, même si au quotidien, je pense pas à mon histoire et que au quotidien, c'est surtout les histoires des femmes qui me nourrissent et des personnes qui nous écrivent, qui, voilà, là, sur ce parcours ce soir, on lance cette première cohorte. Quand on voit tous les mails, quand on voit les mails qu'on reçoit, quand on voit les scores émotionnels des personnes, c'est aussi ça voilà, qui me renforce dans le fait que c'est important ce qu'on fait. Maintenant, c'est sûr que mon histoire joue forcément et Olga a aussi sa propre histoire et son propre chemin. Euh, voilà, donc c'est sûr que ça nous donne peut-être une manière d'aborder la chose peut-être de manière un peu plus lente parce qu'on veut vraiment être dans le soin. On veut pas créer un produit pour le vendre et qu'il soit mal fait. On veut faire quelque chose qui soit vraiment utile avec une rigueur scientifique quand même, qu'on puisse le mesurer et que ce soit un soin de support. Voilà. Donc, Merci beaucoup pour ton partage, Fatoumata. Il y a d'autres questions et du coup, j'y vais parce que je vois que l'heure tourne et il y a tellement de questions qu'on a encore pour toi. Est-ce que tu rencontres des difficultés lorsque tu présentes le projet au sein des entreprises? Parce qu'on comprend que ton modèle, du coup, est majoritairement B2B, c'est-à-dire financé par les entreprises pour les employés. Comment ça se passe, la prospection, la rencontre avec les clients? Comment ton projet est reçu? oui. Aujourd'hui, le revenu principal de Ninti, on génère un peu de revenus, c'est via les entreprises. L'idée, c'est d'augmenter ce revenu. Et alors, ça dépend des entreprises. En France, la prise de conscience, elle est qu'au début. Donc, ce qu'on réalise en France, c'est qu'on va nous poser des questions vraiment la prospection commerciale, c'est de la prospection commerciale slash de l'éducation sexuelle presque, en tout cas de prise de conscience. Et on manque de données, on n'a pas la culture de la donnée, donc c'est très difficile pour les boîtes quand on leur demande
des chiffres très spécifiques sur ces sujets-là. On n'a pas la culture de la donnée, donc on n'arrive pas à nommer les choses. Les entreprises qui sont plutôt américaines ou anglo-saxonnes ont déjà la prise de conscience, en tout cas beaucoup plus développée, et sont en recherche de solutions. Concrètement, voilà, j'ai des sujets dans ma boîte d'infertilité, je vois que je fais face à un taux d'absentéisme quand même important. Je réfléchis à monter un programme d'ambassadeur sur la fertilité. Comment je fais? Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec nous? Oui ou non? C'est beaucoup plus pragmatique. Donc, en fonction des cultures, on sent aussi qu'on n'a pas la même prise de conscience et qu'en France, on est au début, mais je pense vraiment que ça va changer parce que c'est en train de changer déjà. C'est juste que ça va prendre du temps et que du coup, il faut être assez créatif. Et la chance qu'on a eue, même si au début, on nous a un peu fait des reproches d'être en franglais, parce qu'on a une culture internationale dès le départ avec Olga, de par nos histoires et nos richesses aussi. Notre différence est une vraie richesse. C'est comme ça qu'on le voit et on souhaite aussi le porter de cette manière. Ça nous a ouvert des opportunités sur des boîtes à l'international. Ouais. Voilà. Et si on n'avait pas eu ça, ben, je pense qu'on serait encore peut-être en train de faire de l'éducation sexuelle. Voilà. Maintenant, le sujet en France, c'est comment est-ce qu'on arrive à rationaliser et objectiver ce sujet. Donc, il faut faire des rapports, il faut avoir la culture de la donnée. Et là, on met beaucoup d'énergie pour construire ça avec des instituts de recherche, en partenariat avec des entreprises qui sont prêtes à financer ce genre de projet, peut-être plus qu'une solution concrète pour les collaborateurs sur un sujet aussi intime et tabou. Il y a une question, on demande si tu recrutes. On adorerait. Alors, on cherche un ou une stagiaire, voilà, qui a envie de nous rejoindre. On travaille avec 3 super freelances, donc qui en fait nous ont contactés. En tout cas, ça s'est vraiment fait de manière. On croit beaucoup au fait que le projet résonne aussi chez les gens et qu'il soit aligné. Donc aujourd'hui, tout de suite, on ne recrute pas, mais envoyez vos CV. Nous, on adore de toute façon prendre du temps pour échanger. Et Ninti est là pour quelques années, on l'espère. Donc, à un moment, on sera amené à monter en charge. Pour celles et ceux qui veulent te suivre, donc il y a ton LinkedIn. Est-ce que tu veux du coup nous communiquer d'autres choses, le site web, l'Instagram, Oui, complètement. Alors, le site web, c'est nintihealth.com. Voilà, nintihealth.com. Vous pouvez nous écrire à hello@ninti.io. Hello, H-E-2-L-O, @ninti.io. Et Olga et moi, on est derrière la boîte. Donc, du coup, on va vous répondre et on reçoit. Des fois, on met un peu de temps à répondre, mais on est aussi pas nombreux. Donc, on n'est que 2 et on fait beaucoup de choses, mais on répond. Et puis, on est aussi sur Insta. Donc, n'hésitez pas à... Le site, la newsletter, on envoie des newsletters avec nos événements, avec des updates sur l'aventure, où est-ce qu'on en est. Donc, n'hésitez pas à souscrire comme ça. C'est le meilleur canal pour recevoir les infos. Julien demande ou Monia, des freelances dans quel domaine? Alors, santé publique, UX Research, donc toute la partie maquette, voilà, et sur du dev. Voilà, donc c'est les 3. Donc c'est vraiment à l'intersection, c'est santé, recherche produit et développement. Génial, merci beaucoup Fatoumata. Merci. Mais je pense que ça donne un super aperçu de ce que tu es en train de créer et ça donnera peut-être envie à toutes les personnes qui regardent ce live de te suivre et de te proposer leur aide. Et en tout cas, moi, à titre personnel, je suis hyper heureuse. Merci. Et je trouve que c'est hyper important ce que vous faites et qu'effectivement, il y a vraiment de la place parce qu'il manque vraiment des ressources. Oui, complètement. Et désolée pour la voix, je me suis réveillée avec un gros rhume, mais ça s'entend pas, c'était parfait. Merci beaucoup. Je vois que tu as plein de merci et d'encouragement dans le chat. Et vraiment encore merci pour ton temps et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à toutes et tous.